1815. La folie révolutionnaire française cesse enfin. Les vainqueurs de la 7e et dernière coalition redéfinissent l'Europe principalement dans le but que plus jamais une nation comme la France puisse renverser l'équilibre des puissances. À travers ces changements principalement dans le Rhin, les dirigeants d'Autriche, de Prusse et de Russie ont des yeux de l'autre côté de l'Europe, la Pologne, qui ne le sait pas encore, mais va disparaître pour plus d'un siècle. Humble salutations, je suis Illuminatix, et aujourd'hui nous allons nous poser une question que je me suis moi-même posée en 4ème face à une carte de ma classe d'histoire représentant l'Europe du 19e siècle. Où est passée la Pologne? Que lui est-il arrivé? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie tous les commentaires sur la dernière vidéo. Et aussi, je reprécise que non, je ne pourrais pas faire une 3ème vidéo, c'était pas une mise en forme pour la outro. Dans la 2ème, certains pays ont vraiment manqué d'informations et de sources. Une prochaine aurait juste comme risque d'être encore plus faible en informations. Mais enfin bref, passons au sujet principal. Avant tout, définissons ce qu'est la Pologne. La Pologne est un état d'Europe de l'Est considéré de l'aspect culturel et linguistique slave. Parlons le polonais, cet état est indépendant depuis 1945, mais de facto seulement depuis 1989. Cet état est apparu vers 950 après Jésus-Christ. La Pologne a connu des périodes positives et négatives, mais a su se maintenir tout au long du Moyen-Âge, en évitant par exemple la propagation de la peste noire sur son territoire, en bonne partie. Vers le XIIe et XIIIe siècle, la Pologne ressemblait déjà à sa forme finale, à quelques exceptions près. D'ailleurs, vous allez remarquer que sur cette carte, il y a un petit problème. Pourquoi la petite Lituanie est énorme? Ça serait long à expliquer dans cette vidéo. Retenez juste que la Lituanie ou le Grand-Duché de Lituanie va plus ou moins se marier au sens propre et figuré à la Pologne le long du XIVe et XVe siècle. Et qui lors de la bataille de Varna le 11 novembre 1444, où les Ottomans repoussent les forces coalisées et saintes d'Europe, on y découvre la mort de beaucoup de dirigeants tels que celui de la Pologne, qui possédait à l'époque de facto aussi la Hongrie. Les Jagellons, je sais pas trop comment ils s'appellent, mais on va dire que c'est les Jagellons, de Lituanie récupéreront la Pologne en tant qu'union personnelle. Et les deux pays sont pour beaucoup déjà un seul. D'ailleurs, cette officialisation se fera le 1er juillet 1569 où les deux pays vont s'unifier en un pays plus connu sous le nom de République des deux nations, ou Fédération Międzymoc. Cet état va ensuite dominer le XVIIe siècle, en devenant l'état tampon entre l'Europe centrale, la Russie, les Balkans et une partie de la côte de la mer Noire. Malheureusement, ce qui fait sa force en sera plus tard sa plus grande faiblesse. La posture de la République des deux nations va connaître des difficultés dès les années 1700. Si on accepte l'invasion suédoise de 1655, ce qui va affaiblir le pays en premier sera la mort de Jean III qui va laisser le pays aux influences étrangères, principalement russes, qui provoquent de plus en plus d'ingérences dans l'est et le sud du pays, ce qui va amener pour la Russie d'avoir mainmise sur les terres avoisinantes. Comment un pays peut autant terminer aux ordres de quelqu'un, vous allez me dire? Eh bien, la fédération Międzymoc a un régime politique bien particulier, une monarchie élective, ce qui veut dire qu'à la mort du dirigeant, des électeurs ou directement le peuple élisent un monarque pour le prochain règne. C'est le même principe qui fut un temps dans le Serge, avant que les Habsbourg parasitent le système, mais je m'égare. La guerre de succession de Pologne de 1733 à 1738 n'aidera pas non plus. Comme quoi ce système n'arrange pas non plus tous les problèmes. Hein. Bien sûr, toute cette instabilité sera un grave problème au niveau géopolitique, mais mineur à ce qui suit après la guerre de 7 ans. La Prusse, la Russie et l'Autriche finissent par sympathiser dans le but d'éradiquer l'état tampon. Ils vont désormais intervenir au moindre conflit interne pour grappiller n'importe quel morceau. Une rébellion contre le pouvoir de la Russie sur la Pologne commencera en 1772, que la Russie matera dans le sang et facilement, où sont passés les fameux hussards ailés.
ce qui permettra de justifier le premier partage. D'autres guerres internes en 1792 et 94 amèneront à l'intervention des trois puissances imposant le deuxième et troisième partage, qui met fin à l'existence du pays. Mais ce n'est pas encore fini. Et non, si pour certains vous vous souvenez de vos cours, au même moment en Europe occidentale, il y a la Révolution française, qui en est d'ailleurs sa pire période, la terreur. La suite amène à la défaite des trois premières coalitions, et oui, attendez, c'est normal que je précise tout ça, c'est toujours une vidéo sur la Pologne, ne vous inquiétez pas. En 1807, un certain Napoléon Bonaparte, il est vraiment partout celui-là, qui décide dans l'utilité de créer un avant-poste anti-russe, d'établir le duché de Varsovie et y impose le républicanisme français, à travers le code civil souvent appelé en Pologne le Codex napoléonien. C'est quoi cette vidéo nulle? La Pologne, il a disparu que 10 ans, c'est quoi ça, pause grosse? Eh mais c'est pas fini, hein. Ah non, toujours pas. Au même niveau que la France, la Pologne va subir le revers de la défaite de la campagne de Russie. L'intégralité de son territoire se fera occuper par la Russie. Et en 1815, au traité de Vienne, rebelote, nouveau partage qui démontre une frontière qui durera dans le temps, étant la même que celle entre les pays en 1914. Et c'est ainsi que la Pologne disparut une deuxième fois, et cette fois-ci, pour un bon moment. Bon, c'est le moment de vous avouer quelque chose. La Pologne n'a en fait pas disparu. Enfin, si, mais non. Je vais expliquer. Au traité de Vienne, le territoire ne va pas se faire intégrer à l'Empire russe, mais va en devenir une union personnelle. J'en ai déjà parlé plus tôt de ce mot, ça va, vous suivez? Ce territoire va garder une certaine autonomie de facto, avec sa propre armée, son gouvernement indépendant, dans le cadre où il reste pro-russe bien sûr, et aussi garder le codex napoléonien. Mais ça, c'est qu'une question de temps. Les premières années après en Pologne sont très dures. Elle va continuer à connaître une forte répression, au même titre que certaines régions de Belgique ou d'Italie de la même époque, pour empêcher les idéaux révolutionnaires et nationalistes de ressurgir. Même si le tsar sait comment garder la situation sous contrôle, il établit un vice-roi qui est justement un membre de l'ancienne monarchie polonaise russophile, et rallie les quelques Polonais avec un traitement de faveur, meilleur qu'en Prusse ou en Autriche, surtout auprès des plus grands combattants de la défunte Grande Armée, empêchant les plus extrémistes d'amener le reste du peuple avec eux. La situation se stabilise vers 1820, le pays plus bas que terre se relève doucement avec un développement économique florissant et une meilleure capacité à l'apprentissage et aux sciences grâce au budget que pour offrir la Russie. Les établissements ouvrent et le pays peut reprendre une situation positive. La situation est d'ailleurs plus ou moins similaire à la Lituanie, à la différence qu'elle fut plutôt épargnée, ou du moins beaucoup plus que la Pologne. Cette douce période post-napoléonienne va cesser plus ou moins en 1825, sous le début du règne du tsar Nicolas Ier. Les tensions étant toujours bien vives auprès des Polonais, elles vont dès lors s'exacerber lors de son règne. Il commence par remettre en question l'autonomie et indirectement l'autorité locale des Polonais en y appliquant de nouvelles restrictions telles que la suppression de la diète, l'interdiction d'en faire la publicité, fait arrêter la moindre personne qui ne soutienne pas l'Empire et ça se finit en 1829 que Poutine, se finit par Nicolas Ier qui se fait sacrer roi de Pologne à Varsovie. Il a pas peur du danger celui-là. Mais enfin, ses prédécesseurs non plus. Toujours sur l'impulsion politique étrangère, la révolution des Trois Glorieuses en France a des répercussions politiques en Europe. Bien plus faibles que celles de 48, mais dont l'influence se fera ressentir en Belgique ou aussi en Pologne, qui va amener à l'insurrection de novembre. Les Polonais se soulevant pour leur indépendance et pour le souhait de recréer leur nation. Ce qui étonnamment va marcher au début, la diète réussit à destituer le tsar. En Pologne seulement, sinon ça serait bien con. Et donc enclencher la guerre russo-polonaise. Cette guerre, dans l'imaginaire collectif, est bien oubliée, alors qu'elle a nourri une forte image auprès des Polonais et des Français,
qui en seront leur soutien premier à cette jeune république. Et d'où un certain Casimir de la Vigne créera la chanson révolutionnaire La Varsovienne, ou Warsawianka, je sais pas, je parle pas polonais, qui en sera repris pour créer en 1905 sa version plus moderne dont les communistes et soviétiques connaissent bien, et où là, ouais, grosse dérivation, retour en 1831. La révolte, malheureusement, finit par la défaite de la bataille d'Ostroleka. Évidemment, c'est encore le début de la fin pour la Pologne. Quand on touche le fond, on peut toujours creuser pour s'enfoncer encore plus. La Pologne est restructurée, l'autonomie privée en grande partie. Beaucoup tenteront de fuir dans ce qui s'appellera la grande émigration, surtout comme destination la France. Comme quoi le grand remplacement, ça date, hein, et créer un gouvernement d'exil dans le but de libérer un jour leur nation. Les Polonais du 19e siècle influenceront d'ailleurs pas mal des villes comme Paris, avec l'appropriation de l'hôtel Lambert. Et plein d'autres monuments, mais c'est très long, la liste est très longue. 4000 likes et je vous fais une vidéo sur les monuments franco-polonais. D'autres révoltes arriveront dans les 30 années suivant la précédente insurrection, mais n'auront que peu d'impact à part celle de l'insurrection de janvier. Ils aiment bien les mots, les Polonais, on dirait. Qui échouera et exaspérera la Russie, qui lancera la purge, non, mauvaise timeline, la russification de l'Ukraine, non, toujours pas la bonne, russification de la région de la Pologne, en 1868. Le pays est définitivement intégré à la Russie et se fera renommer le pays de la Vistule. La misère se réabat sur la Pologne, la Russie étant dans un échec à se moderniser, la révolution industrielle est très inégale en Pologne. Les campagnes sont surpeuplées malgré que les denrées alimentaires deviennent de plus en plus rares dans les villes, blanquant l'amorce de l'exode rural. Cela prendra plutôt la forme d'une exode atlantique où, comme beaucoup d'autres peuples, une partie des Polonais partiront aux États-Unis tenter leur chance qui en sera toujours plus envisageable que celle actuelle. On peut revenir un peu sur la russification, qui a énormément du mal à s'imposer, pareil pour l'interdiction de parler le polonais. La Pologne, même à cette époque, reste une culture très attachée à son identité, comme d'autres nations d'Europe de l'Est. Cette époque impérialiste de la Russie a renforcé une haine réciproque auprès des Russes, que l'on peut ressentir lors du XXe siècle à plusieurs reprises. Plus vraiment de changement à partir de maintenant, une réforme du territoire sera débutée à la fin du XIXe siècle pour savoir si la russification doit se poursuivre ou si la Pologne doit retrouver un statut particulier. Évidemment, la première solution sera majoritaire et le pays de la Vistule sera démantelé en régions dispatchées dans le but de faciliter l'acceptation culturelle. Un début d'espoir apparaîtra lors de la guerre russo-japonaise en 1904. La Russie, qui n'est pas débile, va envoyer les esclaves, qui sont les minorités culturelles de son empire, à la guerre. Mais cela va pas se passer comme il le souhaiterait, et le Japon prend l'avantage. De plus, on peut voir les embryons de la future révolution russe, et le 9 janvier 1905, une révolte éclate sur la volonté de plus de droits et de la fin de l'absolutisme en Russie. Instantanément après ça, les Polonais se révoltent et exigent leurs droits, pas pour les plus modérés, à l'indépendance pour les plus radicaux. Concrètement, pas grand chose en ressortira, à part le retour d'une certaine autonomie très proche du gouvernement d'après 1815. Enfin, les Polonais vont pouvoir s'organiser en créant l'Organisation militaire polonaise, ou OPM, une organisation dirigée par Józef Piłsudski, un homme militaire polonais qui espère pouvoir libérer son pays. La situation se stabilise encore, la Pologne va donc découvrir comme les autres nations sous oppression des empires oppresseurs de la Première Guerre mondiale. Et oui, quelle surprise, la Triple Entente et la Triple Alliance font la guerre à cause d'un serf qui faisait joujou avec un flingue. En tant que Français, nous connaissons surtout le front de l'Ouest. Mais le front de l'Est a aussi énormément été important pendant la guerre. Il a ralenti la future contre-attaque connue sous le nom de la bataille de la Somme en 1916-17. La région de la Pologne, enfin ses 3 districts, se font envahir dès 1915. Et l'OMP décide de contacter le grand Kaiser Guillaume II
pour tenter d'établir une nation polonaise sous leur protection. En vérité, les puissances centrales n'ont que faire de la Pologne, n'offrant que peu de possibilités dans la région, mais acceptent, et créent le royaume de Pologne sous Régence. Régence qui n'aboutira pas. Mais avec la trêve de Brest-Litovsk, la Pologne est privée d'un énorme territoire à l'est et se confronte à une minorité polonaise de Silésie et de Poznanie qui font pencher les potentiels sauveurs en nouvel oppresseur. La Pologne cherchera donc dès 1917 un rapprochement avec les Alliés, ce qui marchera que très peu. Le président Woodrow Wilson, cependant, souhaitant créer une Europe dite des peuples, va rajouter la Pologne à la liste des 14 points discutés lors du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. La Pologne peut revoir le jour. Pour 20 ans, allez les enfants, dites au revoir à la Pologne! Comme quoi, c'est jamais simple l'histoire. On apprend quelque chose si on cherche à en savoir plus. Tout devient compliqué. Regardez, la Révolution française. Pour nous, enfin, ceux qui apprennent bien leur cours. Il y a plein de périodes qui se définissent. Des moments de tension, des changements. Pour les étrangers, la Révolution, c'est la même de 1789 à 1815. À la seule différence, la prise du pouvoir par Napoléon. La Pologne, c'est pareil. À apprendre notre culture, on en oublie souvent celle des autres, et c'est comme ça qu'on se retrouve à ne pas savoir que la Pologne, pays majeur d'Europe de l'Est, a tout de même disparu pendant 100 ans. Oui, d'autres bijoux, tels que l'histoire plus moderne, comme la Deuxième Guerre mondiale, et le traité Molotov-Ribbentrop, qu'a partagé la Pologne, et qui, dans ce conflit, a pris racine dans ce que nous avons vu dans cette vidéo. Mais justement, il paraît toujours intéressant de faire un retour sur les étrangetés de l'histoire qui, au final, viennent démontrer des réalités très intéressantes, des explications à des conflits majeurs ou tout simplement une meilleure compréhension de l'actualité, quelle qu'elle soit. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plus courte que les précédentes, mais mieux rythmée, je crois. Dites-moi comme d'hab ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, likez si vous voulez et on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo. Salut!